L'épidémie de coronavirus rebondit en Chine avec des dizaines de nouveaux cas recensés dans la capitale Pékin où la situation est jugée extrêmement grave par les autorités locales. Avant d'en parler avec un invité, faisons le point sur la pandémie de coronavirus dans le monde. Selon le recensement effectué par l'université Johns Hopkins qui est régulièrement mise à jour, plus de 8 millions de cas, vous le voyez sur cette carte, plus de 8 millions de cas confirmés désormais à travers la planète, plus de 437 000 morts dus au Covid-19 et l'Amérique qui est aujourd'hui l'épicentre de cette crise, les États-Unis mais aussi les pays d'Amérique latine. Plus de 115 000 morts désormais donc recensés aux États-Unis, plus de 40 000 au Brésil et les pays européens qui payent aussi un lourd tribut à cette crise sanitaire, principalement le Royaume-Uni, 41 000 morts, l'Italie, près de 35 000, la France et l'Espagne qui comptent autour des 30 000 décès. Et notons que l'Allemagne compte 3 fois moins de victimes que la France. Pour parler de la crise sanitaire, nous retrouvons à l'Université de Genève l'épidémiologiste Antoine Flao. Bonjour. Bonjour. Alors on l'a vu, de nouveaux cas de contamination apparaissent à Pékin où des quartiers résidentiels ont été confinés. Est-ce que la Chine est sous la menace d'une seconde vague de contamination ? Alors je crois que tous les pays aujourd'hui sont sous la menace d'une seconde vague. On voit une seconde vague dans certains pays du monde aujourd'hui, plutôt d'ailleurs au Moyen-Orient, on pourra y revenir. Mais c'est vrai qu'en Chine, il y a des clusters aujourd'hui. Ces clusters ont la taille de clusters qui peuvent être maîtrisables, d'après ce qui nous est rapporté. Est-ce qu'ils vont évoluer sous une forme d'épidémie locale, voire régionale ? C'est la grande inconnue. C'est aussi la grande inquiétude, mais je pense que les Chinois ont retenu beaucoup de leçons du passé récent, de ces derniers mois, et sans doute essayent de faire tout ce qui est en leur mesure pour intervenir le plus tôt possible pour casser les chaînes de transmission et éviter justement qu'il y ait cette seconde vague ou un rebond. Donc ces nouveaux cas de contamination nous rappellent que le virus est encore bien présent, y compris en Europe. Oui, le virus circule. Alors l'Europe est très privilégiée parce que l'Europe est vraiment en très profonde décrue. Presque partout en Europe, il reste quelques foyers encore en Pologne, également en Suède. Même le Royaume-Uni, qui était probablement l'un des pays les plus atteints d'Europe ces dernières semaines, voit sa décrue arriver désormais. Et donc on peut dire que toute l'Europe, en effet, est quand même dans une situation très, très privilégiée. Ce qui ne doit pas faire baisser la garde et la vigilance, en particulier pour le risque d'une reprise qui peut à tout moment survenir, en particulier parce que justement le virus n'est pas éliminé d'Europe, il continue à circuler, plutôt à bas bruit. C'est tout à fait aujourd'hui absorbable par le système de santé, mais ça reste certainement un objet de préoccupation pour les autorités sanitaires. Quels sont les derniers chiffres de l'épidémie pour la France, par exemple, au quotidien ? Alors en France, au quotidien, il reste entre 200 et 600 ou 700 cas chaque jour, 400 hier. Je n'ai pas encore les chiffres pour aujourd'hui, mais on voit qu'on est dans une circulation du virus qui reste très bien maîtrisée, très bien contrôlée, mais qui reste encore un peu supérieure, y compris en termes de mortalité quotidienne enregistrée, qui est entre 20 et 50 décès, avec parfois des jours un petit peu meilleurs. On reste encore, je dirais, très supérieur à l'accidentologie de la route, pour prendre un exemple, et donc à un niveau qui convient encore de faire baisser. Donc, vous le dites, c'est un virus qui circule toujours, qui circule peu, mais qui est toujours donc présent. Donc il y a toujours cette inquiétude qu'il y ait une nouvelle chaîne de contamination qui se mette en place, notamment avec l'été qui arrive. On voit que les frontières ont rouvert en Europe. Est-ce qu'on peut redouter cette seconde vague en Europe ? Alors, pour le moment, la circulation à bas bruit dont on a parlé, ces centaines de cas chaque jour qui viennent en Europe, ne sont pas dus à des cas d'importation. C'est vraiment des cas autochtones, c'est des cas d'Européens et de chaînes de transmission qui ne sont pas pour elles-mêmes très préoccupantes parce que, encore une fois, on est en période de décrue et qu'on va les chasser. Il y a une vraie stratégie de dépistage assez massive de ces
personnes infectées et qui montrent aujourd'hui des clusters, qui les identifient et qui cassent les chaînes de transmission. Tout ça est de nature à faire encore plus baisser les niveaux épidémiques. En Suisse, on est presque à l'élimination. Ça doit nous permettre de revivre un petit peu normalement pendant cet été, en tout cas pendant toute la période où on sera un petit peu protégé par une circulation très faible. Il est vrai que les voyageurs qui reviendront de zones très infectées, très épidémiques, devront probablement observer des mesures de précaution particulières pour ne pas réintroduire le virus dans la communauté, dans la population, à l'heure où il aura presque disparu. Est-ce que donc les frontières rouvrent, les écoles rouvrent, les bars et restaurants rouvrent en Europe? Est-ce que, selon vous, les Européens adoptent le bon tempo ou bien est-ce qu'il y a un peu trop de précipitation? Non, je pense que les mesures de confinement ont été très bien menées et très bien tenues par les populations. C'était des mesures très dures, très lourdes, très fortes. Il convient de les lever au moment où l'épidémie est en pleine décrue, parce que sinon, je ne sais pas quand on les relèvera, surtout si jamais l'épidémie doit revenir. Donc il est clair qu'il faut au contraire revenir le plus rapidement possible à une vie à peu près normale, en sachant qu'on n'est pas du tout nécessairement tiré d'affaire et qu'il est tout à fait possible que les mois qui viennent voient des retours de flammes et qu'il conviendra de gérer comme elles sont gérées actuellement, comme ils sont gérés actuellement très tôt, j'allais dire à la racine, pour essayer de désamorcer tous ces petits foyers qui peuvent revenir à chaque moment. On a vu en Israël, on a vu au Portugal des retours de flammes pas trop préoccupant, bien traité, bien contrôlé, mais c'est pas du tout impossible que dans d'autres pays d'Europe, on ait à assister à ce genre de foyers épidémiques, certes, qui n'engorgent pas le pays ou le système de santé, mais qui restent à contrôler. On voit que le Royaume-Uni impose une quarantaine aux voyageurs qui arrivent sur le sol britannique. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne décision ? Bon, moi, il ne m'appartient pas de juger les politiques des uns et des autres. Nous, on est des scientifiques, plutôt essayer de regarder quelles sont les justifications scientifiques autour des mesures qui sont prises. Le Royaume-Uni n'est pas, comme je vous l'avais dit, totalement au même niveau de décrue que sont par exemple la France, l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne ou la Suisse. Il a peut-être quelques semaines de retard, disons 1 à 2 semaines de retard. Il est vraiment sur la même tendance, sur la même pente. C'est un peu étonnant que le Royaume-Uni demande des quarantaines parce qu'en fait c'est plutôt aujourd'hui un risque d'exportation de cas du Royaume-Uni vers les autres pays que le contraire. Mais je pense que les quarantaines, elles sont très justifiées quand elles viennent de pays où le niveau épidémique est plus élevé que le vôtre. Alors, l'Europe n'a pas encore rouvert ses frontières extérieures. Est-ce que cette mesure doit être la plus tardive possible ou bien est-ce qu'il faudra prendre des précautions par rapport à certaines zones particulièrement à risque ? Oui, comme je le disais, la France fait partie de cette zone très verte d'Europe, au sens épidémiologique du terme, très contrôlée, où l'épidémie est très contrôlée. Et peut-être que dans les semaines à venir, elle verra même quasi disparaître l'épidémie de son sol. Et à ce moment-là, en effet, la façon dont le virus pourrait revenir sera peut-être de l'extérieur. Si c'est le cas, alors il sera logique que la France et de façon générale l'espace Schengen se protègent un petit peu des voyageurs venant des zones à très forte tendance épidémique, au niveau épidémique. Nous faisons des cartes que nous mettons à jour très régulièrement sur Internet où on essaie de montrer quelles sont justement les zones les plus vertes, les zones les plus rouges, et peut-être que ça peut guider un peu les politiques publiques extérieures de contrôle sanitaire aux frontières pour essayer non pas d'empêcher, d'interdire les flux nécessairement, mais au moins pour éventuellement imposer des quarantaines, qui sont plutôt des quatorzaines, comme on le sait, à ceux qui reviendraient de zones à très forte endémie et donc à assez fort risque qu'ils amènent à nouveau du virus dans l'espace de Schengen.
Est-ce que les mesures barrières aujourd'hui demeurent indispensables? Parce que là, on est un peu dans un entre-deux. On est sorti du confinement, sorti du pic épidémique. On est maintenant en zone verte, vous l'avez dit. Est-ce que maintenant, on ne sait plus trop finalement quoi faire avec les distanciations sociales? Est-ce qu'on en fait trop ou faut-il conserver ces mesures aujourd'hui? Alors, il y a deux grandes classes de mesures barrières. On va dire, il y a celle qui consiste à porter un masque et à se laver les mains, et puis il y a celle qui consiste à essayer de mettre de la distance entre les personnes. Mettre la distance entre les personnes à partir du moment où on fait du déconfinement, c'est très illusoire dans beaucoup de situations. On peut parler par exemple, des personnes âgées avec une distance suffisamment raisonnable pour ne pas les exposer à nos postillons et donc à nos virus potentiels. On peut aussi, d'ailleurs, prendre ces dispositions, parler à des personnes âgées, plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur, parce qu'on a vu que les clusters étaient plutôt observés dans les milieux non ventilés, clos, que dans les milieux extérieurs. Maintenant, le masque de protection, ce n'est pas un effort extrêmement difficile de le demander à chaque fois que l'on est dans des milieux clos et peu ventilés, dans des transports en commun où vous êtes parfois dans des autobus un peu bondés ou des métros ou des trains. À ce moment-là, vous pouvez porter un masque pendant la durée du trajet. Ce n'est pas trop demandé et c'est extrêmement efficace. Donc je pense que pourvu que les gens mettent correctement leur masque. On voit trop de gens qui mettent leur masque un petit peu au-dessous du nez, presque en bavette. À ce moment-là, il vaut mieux l'enlever complètement. C'est contre-productif parce que s'il y a du virus sur le masque, il va rentrer dans les voies aériennes supérieures. Donc le masque, il doit vraiment protéger les voies aériennes dans leur ensemble, le nez et la bouche. Et ce masque, il est protecteur pour vous et protecteur pour les autres. Donc quelque part, imposer le masque comme c'est fait en France et comme c'est très bien suivi, je pense que c'est une mesure qui va pouvoir perdurer au moins tant que le virus circule. Si le virus ne circule pas du tout dans une région donnée, le masque ne se motive plus, même si, encore une fois, dans les transports en commun, à chaque fois qu'on est en univers clos, peut-être dans les magasins, c'est quand même pas demandé énormément que de le mettre. Mais mettre un masque sur la plage, à mon avis, ça n'a aucun sens. Mettre un masque dans la rue n'a pas beaucoup de sens non plus, dans un jardin public non plus. Alors, en revanche, dans les bars et restaurants, on voit peu de gens mettre des masques. Et là, c'est là où il y a une certaine contradiction. Où on voit des gens dans les commerces effectivement mettre des masques, mais dans les bars et restaurants qui sont aussi des lieux confinés, les gens n'en mettent pas. Donc c'est là où, par moment, on ne sait plus trop comment se comporter par rapport à ces mesures barrières. Je pense qu'on peut se comporter en appliquant ce qu'on appelle des stratégies de réduction de risque très individualisées. Vous allez dans un bar ou dans un restaurant, si vous êtes en terrasse, ça n'a pas beaucoup d'importance, vous allez très peu risquer, disons, de contamination. C'est pas facile de manger avec un masque ou de boire avec un masque. Donc c'est logique que dans les bars et les restaurants, les masques ne puissent pas être mis. Enfin, il faut être là un petit peu raisonnable. Ou alors on n'ouvre pas les bars et les restaurants. Si on ouvre les bars et les restaurants, ce qui fait partie de la vie sociale, on accepte de prendre un petit risque et de ne pas avoir toutes les mesures barrières que l'on va prendre dans les supermarchés ou dans les lieux couverts ou dans les transports publics pour diminuer son risque. Donc ce n'est pas quelque chose d'injuste c'est pas ce problème-là. C'est que plus vous mettez le masque en milieu clos et plus vous réduisez les risques d'être contaminé. Encore une fois, aller sur une terrasse de café n'expose certainement pas à beaucoup de risques. D'ailleurs, on n'a pas vu non plus au décours des manifestations qui ont eu lieu aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier, de clusters apparaissant à l'issue de ces manifestations. Donc on a l'impression vraiment qu'en milieu ouvert extérieur, on risque peu de choses. En milieu clos, on risque, dans un restaurant, il y a eu des clusters qui ont été rapportés en Chine en particulier, dans des restaurants. Ce n'est pas totalement non risqué. Maintenant, on peut mesurer ce risque et se dire qu'en France, au jour d'aujourd'hui, la circulation du virus est tellement basse que ce risque est relativement modeste. Est-ce qu'on en sait davantage sur ce virus, notamment s'il est sensible aux saisons et s'il risque de disparaître avec la chaleur ? Alors, il faut quand même faire une distinction entre saison et chaleur. J'entends bien que l'été, sur nos latitudes, s'accompagne d'une chaleur plus élevée et d'une
humidité aussi plus basse. Mais la saison, c'est bien autre chose, hein. C'est plus d'ensoleillement, c'est un soleil plus haut au zénith, c'est donc probablement plus de rayons ultraviolets, c'est aussi des comportements qui changent. On est moins souvent dans des univers clos et plus souvent dehors. Tout cela fait partie de la saison dans les zones tempérées de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. La température, c'est autre chose. Le virus de la grippe, par exemple, qui est très sensible aux saisons, il se déploie très bien dans les pays tropicaux, chauds et humides. Donc, ce n'est pas uniquement la température qui donne l'effet saisonnier. Mais en revanche, est-ce que si on reprend votre question, est-ce que le coronavirus a la même sensibilité aux saisons que, par exemple, le virus de la grippe? C'est un peu trop tôt pour le dire, hein, puisque c'est un virus qui a émergé au mois de janvier et puis pendant tout l'hiver de l'hémisphère nord. Il a entraîné des épidémies essentiellement dans l'hémisphère nord à cette période de l'année. Je parle des zones tempérées, encore une fois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, où l'hiver austral est en train d'arriver, eh bien, on voit des épidémies démarrer, que ce soit en Argentine, au Chili, dans le sud du Brésil, mais aussi en Afrique du Sud, pas en Australie ni en Nouvelle-Zélande pour le moment. Et donc, on voit aussi nos épidémies qui diminuent, mais qui ne disparaissent pas complètement. Donc, il est possible qu'il y ait un frein estival qui serait très bienvenu pour les pays de l'hémisphère nord. Il est possible aussi que ce frein soit partiel, n'empêche pas complètement des redémarrages ou des rebonds, mais accompagne, on va dire, sécurise le déconfinement, comme on le voit en ce moment en Europe. Dernière question, on voit que les hommes sont plus touchés par le Covid-19. Pourquoi ? C'est une très bonne question et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas la réponse à cette question. Pourquoi les personnes plus obèses? Pourquoi les personnes de groupe A? Pourquoi les personnes ayant des maladies sous-jacentes comme le diabète ou l'hypertension? Et en particulier, pourquoi les hommes sont plus souvent atteints par la Covid-19? C'est un fait, c'est une observation. Ils font plus de complications, très clairement, en particulier lorsqu'ils sont âgés. On ne sait pas la raison, mais ça n'est pas la seule maladie qui est comme ça. Il y a beaucoup d'autres maladies qui sont liées au sexe, liées à l'âge, liées aussi à d'autres maladies sous-jacentes. C'est quand même très particulier de ce coronavirus. Ce n'est pas la même chose pour le virus de la grippe ou pour le virus, je ne sais pas, de la dengue ou du chikungunya. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut noter, c'est que les jeunes femmes en particulier sont beaucoup, beaucoup moins à risque que les hommes âgés dans cette épidémie. Merci beaucoup, professeur Antoine Flahault, épidémiologiste depuis l'Université de Genève. Merci beaucoup.